Deuxième congrès ordinaire du Haut Conseil islamique. Les travaux ont démarré ce jour. Le président de la République appelle les musulmans à plus de cohésion pour un Mali de paix et réconcilié avec lui-même. Salon du livre, Ségou, la capitale des Balanzans, inaugure la première édition et le thème choisi, c'est livres et culture de la paix. Une façon pour les organisateurs, le temps d'un week-end, de redonner goût à la lecture et à la promotion des livres. Nous sommes samedi 19 avril, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est donc bel et bien parti depuis ce matin pour les travaux du deuxième congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali. À l'heure du jour de cette rencontre, le renouvellement du bureau du Haut Conseil. Le président de la République, qui a tenu à présider la cérémonie, a appelé l'ensemble des fidèles musulmans à la cohésion pour un Mali de paix et réconcilié avec lui-même. Cérémonie suivie par Ahmadou Sangare. Les 350 participants à ce deuxième congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali sont venus de l'ensemble du pays. Au cours de leurs travaux, les congressistes vont passer en revue les textes de l'organisation et procéder au renouvellement de leur bureau. Compte tenu de l'actualité du moment, ce deuxième congrès a pour thème « Ensemble pour la paix et la réconciliation nationale ». Pour le président du Haut Conseil islamique, au sortir de la crise, notre pays a besoin de se consolider. Nous avons besoin et nous sommes obligés de nous réconcilier pour vivre en paix. Et nous savons combien vous tenez, Excellence, Monsieur le Président de la République, à cette réconciliation. Je voudrais alors ici, au nom du Haut Conseil islamique du Mali, dire que nous serons à vos côtés pour soutenir toutes les initiatives traduisant à la réconciliation et à la promotion de la paix dans notre pays. Votre soutien, Monsieur le Président de la République, multiforme, a été, on ne peut plus, déterminant. Qu'Allah, le Très-Haut, vous assiste dans la conduite du bateau Mali, qu'il bénisse le Mali, qu'il mette sa baraka dans nos travaux. S'adressant à la communauté musulmane du Mali, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dira que notre pays est béni et c'est avec tous ses croyants que les nombreux défis seront relevés. Notre pays a la chance. Ce n'est pas un pays de néophytes. Les néophytes, c'est ceux qui découvrent une religion et donc font montre de zèle. Le Mali n'est pas un pays de néophytes. Le Mali est un pays d'hommes de savoir. Cela a été prouvé dans le temps. Djenné, la merveilleuse, qui n'a pas encore fini de nous livrer ses secrets, que l'on découvre au long des ruelles, dans le secret des vestibules, sur le toit des maisons. Tombouctou la superbe, que certains aventuriers ont cru pouvoir soumettre à leurs joues barbares de notre âge. Que non, que non, que non. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans son omnipotence, son omniscience, a mal inspiré cela, vous pouvez aller, vous pouvez attaquer Kona, vous pouvez même avancer sur le Bamako. Ils l'ont fait, ils l'ont payé très cher. Ça a été la lali pour eux. Il faut avoir la foi vriller au cœur et dans l'âme, pour, au fond de l'abîme, avoir de telles ressources de foi, de confiance. Pourquoi notre pays peut tanguer, il ne sombrera jamais, grâce aux hommes de foi qui habitent cette terre du Mali. Avec vous, avec les croyants du Mali, nous saurons surmonter tous les défis. Pourvu qu'en notre sein, nous cultivions la tolérance, le vivre ensemble, que nous fassions en sorte que ce que Monseigneur Luc Sangaré appelait le Fadéafi pour laisser place au Badéa. Il sait qu'il faut crier slamé.
Kakehasi. Imaye, imame, ibaro tiente, ibafo. Ah, moi, je fais l'histoire du Mali aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de faire les faits divers. Quand on fait l'histoire, on ne fait pas les faits divers. Ce pays est un grand pays. Il vient de loin. Le Mali était quand beaucoup de pays n'étaient pas. Je bâtis, je construis, je ferai le Mali debout, digne dans le monde. Auparavant, le chef de l'État avait rendu un vibrant hommage aux hommes et femmes qui ont œuvré pour que le Mali retrouve la paix. Musulmans du Mali, merci. Merci. Vous m'avez mis là où je suis. 77%, il est clair, il est net qu'une grande majorité des musulmans a voulu que je sois là. Et ce que je voudrais dire à ces 77% de musulmans, de catholiques, de protestants, c'est que le bouquet qu'ils ont vu sur ma tête n'a pas changé. Et personne ne mettra un autre bouquet sur ma tête. Nulle calomnie, nul coup bas ne me fera dévier de mon chemin. De l'honneur, de la dignité du Mali et surtout de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a tracée. Si cela avait pu, je ne serais pas ici aujourd'hui. Gloire à Allah. Soumission à Allah. Je suis et resterai qui je suis. Et dans les jours à venir, comme j'aime toujours le dire, Allah Bechedebe, Inch'Allah. Enfin, des prières ont été faites pour une paix durable et définitive au Mali et dans le monde. Nous restons toujours dans le domaine de la religion. Nous sommes déjà ce week-end dans la célébration de Pâques et ce message du président de la République, chef de l'État à la communauté chrétienne du Mali, donc à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques 2014. Le libellé de ce message. Mes chers frères et sœurs, au moment où s'achève la longue période de pénitence symbolisée par le jeûne du carême pour certains, il m'est à la fois un plaisir et un agréable devoir de souhaiter joyeuse Pâques à l'ensemble de la communauté chrétienne du Mali. Tant de ferveur qui rend compte de la profondeur de la foi du chrétien en Jésus-Christ et en sa résurrection, Pâques représente pour l'ensemble de nos frères et sœurs en Christ l'espérance et le don de soi. Cette espérance trouve un écho formidable dans le Mali pluriel où vivent et cohabitent en bonne intelligence depuis des temps immémoriaux les fidèles des religions révélées et celles dites ancestrales. Cette espérance, nous devons la réapproprier en cette période de sortie de crise, notamment pour penser les meurtrissures inhérentes au conflit que nous avons vécu et donner du sens au vivre ensemble, valeur cardinale fondatrice de la nation malienne. J'ai foi en chaque Malien et en chaque Malienne, indépendamment de sa chapelle, et fort à propos, Pâques est là pour nous rappeler notre communauté de destin au sein de la grande famille du Mali, creuset naturel pour la réalisation de notre dessein individuel et collectif. Daigne le Seigneur recevoir et exaucer les ferventes prières qui sont dites dans l'ensemble des lieux de culte chrétiens en ce temps de Pâques. Puisse-t-il féconder nos cœurs sur le chemin, certes difficile, mais combien gratifiant, de la paix et de la réconciliation nationale. Bonne fête de Pâques à nos frères et sœurs chrétiens du Mali, d'Afrique et du monde. C'était donc le communiqué
du président de la République à l'occasion de la célébration de fête de Pâques. Je disais donc ce week-end, nous sommes dans la célébration de Pâques et pour commémorer, respecter la tradition, le ministre des Affaires religieuses et du culte s'adresse à la communauté chrétienne. Tcherno Oumar As Diallo sur le sens de cette célébration est au micro de Adama Koulibaly. Chers frères et sœurs chrétiens, la fête de Pâques commémore la résurrection du Christ, donc la renaissance et la célébration de la vie humaine comme don de grâce de Dieu. Cela m'offre l'heureuse occasion de souhaiter à la communauté chrétienne de notre pays, au nom du président de la République et du Premier ministre, tout le bonheur souhaité. Le Christ est ressuscité, c'est le martyr du Fils de Marie sur la croix. Le Fils de l'homme souffrira, puis il ressuscitera, nous a-t-il dit. Pâques que nous célébrons est un jour d'interpellation. Au sortir d'un carême pour nous rappeler, chers frères et sœurs chrétiens du Mali, à plus d'humilité, de pardon et surtout de communion avec tous et toutes. Oui, Pâques, ce sont les cantiques et autres chants dans les églises et temples. Dans les rues, le bonheur supplante la tristesse pendant Pâques. Pâques 2014 est donc une fête symbole pour le Mali. En effet, nous avons vécu le martyre. Nous avons été humiliés, flagellés, amputés. Nous voici, peuple croyant du Mali, ressuscité comme le Christ Sauveur. Chers frères et sœurs en Jésus, le Mali renaît. Vos prières pour une paix de cœur, pour un peuple réconcilié et respectueux de la diversité culturelle et cultuelle sont sollicitées. Chers frères et sœurs, croyants chrétiens du Mali, puisse le Seigneur des mondes entendre nos prières, les exaucer. Que dans nos cœurs et dans nos familles, la joie de vivre ensemble en un peuple, un but, une foi, se réalise. Chrétiennes et chrétiens du Mali, bonne fête de Pâques. Pâques, c'est donc ce week-end, Pâques qui est pour le chrétien la renaissance à la vie et la victoire sur la mort. Et à cette occasion, l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, s'adresse lui aussi aux fidèles chrétiens. Un extrait du message de Monseigneur Jean Zerbo, extrait recueilli par Isaac Tchino. La fête que nous célébrons ce soir, c'est la fête de Pâques. Après une préparation de 40 jours de jeûne, de prières et d'aumônes, les disciples de Jésus se rassemblent ce samedi et dimanche pour célébrer la résurrection de Jésus. Pour les chrétiens, c'est la fête des fêtes. La raison profonde, c'est que Jésus a remporté une victoire. La victoire des victoires, la victoire sur la mort. C'est vrai que dans sa vie publique, il avait ressuscité des morts. Il avait fait beaucoup de miracles. Mais ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est les miracles des miracles, Dieu qui ressuscite Jésus. Notre préoccupation, bien sûr, c'est la croissance de cette Église, mais surtout aussi, c'est sa convivialité avec les autres, sans aucune distinction, ni de race, ni de religion, ni de couleur, ni d'ethnie, ni d'opinion. Nous sommes tous enfants de Dieu. Elle coïncide cette fête avec le grand rassemblement du Haut Conseil islamique, son deuxième congrès. Je vais vous dire qu'aujourd'hui et demain, la communauté chrétienne du Mali est en communion profonde avec tous nos frères musulmans pour que ce congrès se déroule selon l'Esprit de Dieu. Que cet Esprit de Dieu plane sur le salle du congrès, qu'il envahisse chacun des congressistes, afin que les paroles qui seront prononcées, les décisions qui seront prises contribuent à la paix, à la cohésion, à la croissance de la fraternité et de l'amour dans notre pays. Que je vous souhaite, bien chers frères et sœurs, joyeuse fête de Pâques, ressuscité avec le Christ. Puissions-nous vivre en ressuscité, engagés dans le combat avec Jésus contre la misère. Misère matérielle, misère morale, misère spirituelle. Amen.
Voilà, joyeuse fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a rencontré hier l'ensemble des travailleurs de son département. Abdoulaye Diop a félicité les hautes autorités pour le choix porté sur un cadre du département. Il a indiqué percevoir ce choix comme un signal fort, un clin d'œil et une confiance renouvelée des dites autorités à l'endroit du département pour la professionnalisation de l'outil diplomatique. À cet effet, Abdoulaye Diop se voit un fil conducteur de service pour l'atteinte des objectifs assignés au département en rassemblant les énergies et les intelligences. Alors, toutes les intelligences du département au service du Mali. Le ministre de la Réconciliation nationale, Zabi Ould Sidi Mohamed, lui se rendra ce soir à Alger en compagnie de membres de son cabinet dans le cadre de la réunion du comité bilatéral stratégique algéro-malien pour faire le point de l'état d'avancement des consultations exploratoires avec les groupes armés devant conduire à des négociations inclusives au Mali. Le ministre participera également à Alger avec son homologue des affaires étrangères à la réunion ministérielle du G5 Sahel sur la stratégie de lutte contre l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. L'actualité sur un tout autre plan, les travaux du conseil de direction de la Direction générale des impôts, les travaux se sont achevés au Centre international de conférence de Bamako. Pendant 3 jours, les cadres de l'administration fiscale et leurs partenaires ont échangé sur les stratégies à mettre en œuvre pour l'atteinte des 558 milliards de recettes pour 2014. Cérémonie de clôture suivie par Bourama Traoré. 3 jours d'échanges, une dizaine de thèmes débattus. Au finish, une batterie de recommandations pour permettre à la Direction générale des impôts de mobiliser les 558 milliards de francs CFA en 2014. Ainsi peut-on schématiser le conseil de direction de l'administration fiscale. Parmi les recommandations formulées, la finalisation dans les meilleurs délais du plan stratégique 2014-2016 et sa mise en œuvre, l'informatisation du mécanisme de gestion et d'évaluation de la dépense fiscale. À ces recommandations s'ajoute la mise en œuvre des réformes préconisées par les partenaires techniques et financiers du plan de communication interne et externe déjà adopté. Ce n'est pas tout. Le conseil de direction recommande une politique d'incitation fiscale rationnelle à travers la mise en place d'un dispositif de droit commun favorisant le développement économique et social par une amélioration des taux de pression fiscale et par la promotion du civisme fiscal. Une fiscalisation effective du secteur agricole, la prise en compte dans la répartition des objectifs de recettes des transferts de dossiers entre les structures de la DGI, la gestion par la direction des moyens d'entreprise de tous les contribuables au réel dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 1 milliard. Le ministre de l'économie et des finances de saluer la pertinence de ces recommandations. Les recommandations, selon Mme Boiré Sissoko, vont dans le sens de l'amélioration de la performance de la Direction générale des impôts. Toutefois, le chef du département de tutelle souligne la nécessité d'élargir l'assiette fiscale. L'élargissement de l'assiette fiscale me semble aussi être un point très important à regarder. C'est vrai que la marge que nous voyons aujourd'hui, c'est le secteur de l'agriculture qui est sous-fiscalisé. Bon, il est important de voir un peu la structure du secteur aussi, de faire la part des choses entre les entreprises familiales et puis les exploitations d'une autre dimension qui effectivement aujourd'hui devrait émerger au même titre que un certain nombre de moyennes et grandes entreprises. Donc c'est important au moment où de grands privés s'installent dans ce secteur-là, que nous ayons plus de visibilité là-dessus et que ça contribue un peu plus aux ressources fiscales. À la Direction générale des impôts, le mot d'ordre s'appelle Ensemble pour la modernisation et la gouvernance fiscale. Du 1er janvier au 31 mars, plus de 6 000 emplois ont été créés, dont 4 966 emplois durables. Tel est le tableau bilan du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le tableau a été communiqué hier aux journalistes par le ministre lui-même. Mahaman Babi était face à la presse. Mamoudou Sidibé.
Les journalistes invités à cette conférence ont suivi avec intérêt la communication du ministre sur la création, la demande d'emploi, les offres d'emploi et les placements effectués du 31 janvier au 31 mars 2014. Il y a eu 6650 emplois qui ont été créés et l'essentiel de ces emplois ont été créés au niveau de Bamako. Viennent ensuite les régions de Koulikoro et de Kaï. Nos sources de vérification, c'est bien entendu pour ce trimestre en particulier, il s'agit des directions régionales du travail qui nous ont fourni les statistiques en ce qui concerne les contrats constatés pour les nationaux et la direction nationale du travail en ce qui concerne les emplois créés au titre des expatriés. Cette statistique concerne les emplois durables, emplois dont la durée est supérieure ou égale à 6 mois. Elle ne prend en compte que les emplois créés et constatés par un contrat. Pour confirmer les chiffres avancés, le ministre a remis aux journalistes des relevés statistiques pouvant leur permettre de mener leurs investigations sur l'ensemble du territoire. Mahaman Babi est formel. Le chiffre annoncé sur l'emploi pour le quinquennat sera atteint. Les 200 000 emplois, nous allons les atteindre en nous assurant que notre politique nationale de l'emploi convient bien à la situation que nous vivons actuellement. Et nous allons l'atteindre aussi en déclinant cette politique nationale de l'emploi en des projets et programmes avec des cadres logiques, avec des résultats mesurables. Et l'exercice que nous avons fait aujourd'hui de vous tenir au courant de l'évolution de nos statistiques sur une base trimestrielle va se poursuivre. D'ailleurs, ajoutera le ministre, les données sur les créations d'emplois ne prennent pas en compte l'auto-emploi et les emplois informels, donc pas exhaustives. Il y a lieu d'assainir les dépôts de transit des ordures dans le district de Bamako pour que les populations vivent dans un environnement sain. Voilà le constat qu'a fait le ministre de l'Assainissement, de l'Environnement et de l'Eau au cours d'une visite de terrain. Cette visite a conduit Abdoulaye Idrissa Meiga sur certains dépôts de transit des ordures. Daouda Sidiki Diarra a suivi la visite. 72 heures après sa prise de fonction, le ministre de l'Assainissement, de l'Environnement et de l'Eau est venu s'enquérir des conditions de vie des populations et voir concrètement ce qui est entrepris pour assainir les dépôts de transit des ordures dans le district de Bamako. Pour comprendre, il a bien fallu que nous décidions de faire ce tour-là pour constater de visu, voir en l'état les situations, les problématiques qui se posent justement à l'assainissement des sites que vous appelez les dépôts. Il y a plusieurs dépôts, mais en réalité c'est des collines d'ordures. Colonina, première étape. Le ministre a eu droit à une visite guidée des lieux sous un soleil accablant. Ici, la quantité d'ordures dépasse l'estimation faite appelée Kilimanjaro. Le dépôt de Colonina est un dépôt anarchique n'ayant pas été autorisé. La sensibilisation il sera pour le changement de comportement qui est très important. Ces centaines de millions que vous voyez tous les jours injectés dans l'assainissement, s'il n'y a pas un comportement au niveau de la population qui suit, nous avons bien peur que ce soit un cycle infernal. Nous partons, nous reviendrons. Le dépôt de Doumanzana a reçu la visite du ministre. Les populations sont exposées aux maladies quand on sait que leur marché est situé tout juste à côté des ordures. Le ministre a donné 100 jours aux techniciens pour assainir les lieux. Une équipe d'assainissement de la voirie du district est à pied d'œuvre à Médine pour évacuer les ordures vers des lieux de décharge. Je salue l'initiative ou les initiatives dont nous avions vu les effets. L'endroit était bien dégagé. Dernière étape de la visite, l'Achabougou. Ici, le maire reconnaît que des efforts ont été faits, mais beaucoup reste à faire pour assainir les dépôts de transit des ordures, car les populations doivent vivre dans un environnement sain pour un développement durable. Hier, vous avez pu suivre la cérémonie de remise des otages aux autorités maliennes. C'était à Gao et nous vous l'avions d'ailleurs annoncé que le ministre de la Défense et des anciens combattants a profité de ce voyage à Gao pour animer un point de presse. Un point de presse au cours duquel Soumeylou Boubei Meiga a invité la population de Gao de collaborer avec les forces déployées sur le terrain pour leur faciliter le travail. Soumeylou Boubei Meiga est au micro de Moussa Fane.
C'est une opération qui démontre que les forces travaillent sans relâche, de jour comme de nuit, ils travaillent toujours, s'adaptent aux nouvelles formes d'action des groupes qui, même s'ils ont été désorganisés, vaincus, continuent pour certains de mener des actions sporadiques et isolées qui font peser une menace permanente sur la stabilité, sur la paix, et qui polluent aussi tout le processus de retour à la cohésion sociale, à la paix civile. C'est pourquoi ce sont des actions qui vont se poursuivre avec beaucoup d'intensité, et pour lesquelles la coopération des populations est vivement souhaitée, parce que sans l'apport des populations, nous ne pourrons pas réussir. Donc je voudrais saluer encore une fois le professionnalisme, l'efficacité des forces françaises et saluer aussi la coopération qui se renforce entre toutes les forces qui opèrent sur le théâtre. Nous opérons aujourd'hui sur un théâtre qui est très vaste, qui va de Nara à Tessalit, donc c'est près de 900 000 km², et sur lesquels la traque des groupes, leur détection, leur neutralisation se poursuivent. Cette dernière semaine, l'intervention des forces a permis de neutraliser plusieurs dizaines de djihadistes. Un mot de politique dans ce journal. Le Parti social-démocrate africain se positionne bien au Mali avec plus de 700 comités à l'intérieur et à l'extérieur du pays. C'est la principale information donnée par son président lors de la célébration de son premier anniversaire. Compte rendu, Mamourou Sidibé. Le message du président du parti et les témoignages des partis amis ont été les temps forts de la cérémonie. Les différents intervenants ont loué les alliances tissées lors des législatives et se disent prêts à cheminer ensemble pour finaliser ce qu'ils ont commencé. Tous ont réaffirmé leur volonté de soutenir le président Ibrahim Boubacar Keïta. Après seulement une année d'activité, le parti compte dans ses rangs 700 comités. Un an après, ça a été une année de structuration du parti à l'intérieur et à l'extérieur pour faire entendre la voix du PSDA et notre ligne politique. Qu'au Mali, on peut encore travailler sur les fondements de la politique, qui est l'idéologie. Et nous restons là-dessus. L'année qui commence va être pour nous une année pour consolider les acquis et aller à l'assaut des communales. Et en même temps, le PSDA s'engage derrière le président de la République pour soutenir ses réformes, y compris son gouvernement. Aux journalistes présents, le président a fait un tour d'horizon sur la vie du parti et les perspectives. Notre challenge pour 2014-2015, c'est de la formation de nos militants. Pour que ce ne soit pas seulement des électeurs qui vont être dans la transhumance politique, mais des électeurs qui seront fiables, crédibles et qui vont rester dans le parti. En répondant aux questions des journalistes, le président du parti invitera l'ensemble des Maliens à rester concentrés sur l'essentiel qui reste de la libération de Kidal. Une mission du Haut Conseil des collectivités est en séjour à Ségou. L'objectif de la mission est de s'enquérir des préoccupations des populations de la région. Parmi les préoccupations évoquées, nous pouvons retenir les questions liées à la promotion du secteur agricole et à la sécurisation du pays, nous dit Kandesila. Cadre d'échange entre les membres du Haut Conseil des collectivités et les autorités de la région, la concertation de Ségou aura permis de faire le point des différentes sessions de l'institution, les recommandations formulées par le Haut Conseil au gouvernement pour renforcer la démocratie au Mali, mais également de recueillir les préoccupations majeures des populations à la base. Du maire de Ségou, en passant par le président du conseil régional et le gouverneur, tous ont salué ce cadre. Si notre région est naturellement riche, cependant, force est de constater qu'elle est aussi pauvre en termes d'investisseurs potentiels pour le financement des régions de développement économique, social et culturel. Pour cet exercice du donner et du savoir, je reste convaincu que nous serons suffisamment imbus de vos activités. En retour, vous serez imprégnés du vécu quotidien des populations de la région de Ségou. Parmi les préoccupations majeures évoquées au niveau de la région figurent en bonne place les questions liées à la promotion du secteur agricole, l'eau et l'assainissement, l'éducation et la santé, mais également les questions liées à la sécurisation du pays.
Tout en prenant bonne note de ses préoccupations, le vice-président de l'institution a rappelé toute la pertinence de cette initiative qui est avant tout une obligation de rendre compte. Je voudrais rappeler que la concertation s'établit comme la meilleure contribution collective pour arrêter des décisions justes et profitables. Aussi, le Haut Conseil des collectivités la consacre-t-il en organisant la journée régionale à travers tout le pays. Auparavant, la mission avait visité certaines structures déconcentrées, notamment l'hôpital régional Niarankour-Fomba, le centre de santé communautaire de Banani-Sabakro et le siège du conseil régional, un siège réalisé à plus de 200 millions de francs CFA. Nous sommes à Ségou, restons-y pour dire que la capitale des Balanzans vibre depuis hier au rythme de la promotion du livre et de la lecture. Et cela avec le lancement de la première édition du Salon du Livre. Fousseini Samaki. Cette première édition du Salon du Livre organisé dans la cité des Balanzans vise à faire du livre un puissant vecteur de communication entre les cultures. Le thème de l'édition de Ségou est « Livre et culture de la paix ». Durant 4 jours, éditeurs, auteurs, bibliothécaires et autres acteurs de la promotion de la lecture du Mali et de la sous-région comptent favoriser la sortie des livres des tiroirs pour le terroir, selon le docteur Noumouben Diakité, parrain de cette édition. À notre niveau, nous avons imaginé le concept de Salisé, c'est-à-dire le salon du livre de Ségou, non seulement pour inciter les élèves et les étudiants à la lecture, et inciter les Maliens à la lecture, mais aussi créer la richesse dans la région de Ségou. La lecture, base de toute formation académique, est pratiquée par peu de nos apprenants avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La motivation, c'est vraiment d'appuyer un groupe de jeunes qui essayent de promouvoir la lecture et revitaliser la lecture, d'abord en commençant par la nouvelle génération et ensuite en poursuivant par des personnes plus âgées. Le deuxième mérite, c'est de sortir de Bamako et d'organiser cet événement dans une capitale régionale. Au moment où notre pays vient de sortir d'une crise politico-sécuritaire sans précédent, notre industrie de livres se doit de trouver les voies et moyens de son développement. Le présent événement qui nous réunit ici aujourd'hui en est une parfaite illustration. Autre temps fort de cette journée ont été les poèmes, sketchs sur l'importance de la lecture, suivis de la visite des stands au centre Malik Koulibaly de Ségou. En prélude à la journée mondiale des jeunes filles dans le secteur d'éthique, célébrée chaque 24 avril, l'autorité malienne de régulation des télécommunications et postes a organisé une conférence débat en vue de passer en revue les enjeux et dangers des réseaux sociaux, surtout pour les jeunes filles. Al-Jumatina. Enjeux et dangers des réseaux sociaux pour les jeunes filles. C'est le thème débattu au cours de cette cérémonie qui entre dans le cadre de la journée mondiale des jeunes filles dans le secteur d'éthique. À cet effet, il s'agit de créer un environnement pour encourager les filles et les jeunes femmes à envisager une carrière dans le secteur des technologies, de l'information et de la communication et leur offrir les moyens d'y parvenir. Voilà pourquoi l'autorité malienne de régulation des télécommunications et postes accorde tant d'importance à cette journée. Cette journée célébrée normalement chaque 4e jeudi du mois d'avril est une initiative internationale soutenue par les États membres de l'Union internationale des télécommunications. Pour les autorités, cette journée est salutaire, surtout qu'elle fait partie de leur vision. Cette commémoration se tient à un moment où notre pays vient de montrer, à travers la reformulation de ce département, sa volonté politique de faire d'éthique un levier, un puissant levier de développement socio-économique et culturel à travers la création d'un ministère chargé de l'économie numérique. Qu'est-ce qui a présidé à ce changement d'appellation? Tout simplement le fait que, d'une part, les technologies dont nous parlons ne sont plus nouvelles, et d'autre part, le fait que ces technologies-là pouvaient constituer un socle, un levier puissant pour demain contribuer au développement de notre pays. 2 activités majeures ont été retenues pour cette commémoration. Une conférence débat au cours de laquelle la conférencière a édifié l'assistance sur les enjeux et les dangers des réseaux sociaux pour les jeunes filles. Quant à la deuxième activité, elle a été marquée par une session de formation de 300 jeunes filles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire de la localité de Bougouni à l'utilisation d'éthique. À l'issue
de cette formation, 10 filles ont reçu des portables. 4 auto-ordinateurs ont été donnés à certaines structures de Bougouni. Réception de pompes d'eau potable manuelles dans les communes de Djélébou et du Sahel. C'est dans la région de Caï. Ces réalisations ont été faites par le HCR et ont coûté plus de 25 millions de francs CFA. Jafar Aïdara. Cette réception des pompes d'eau manuelles par les différentes écoles de Nahali et de Doumeida atténuera la souffrance des élèves en eau potable qui est une denrée rare dans la zone nord de la région de Caï et diminuera considérablement les maladies diarrhéiques liées à la consommation de l'eau non potable. Les réalisations que ACR a faites dans la région de Caï au compte des réfugiés ici répondent parfaitement et cadrent avec les politiques et les stratégies nationales d'approvisionnement en eau potable, car les réalisations ont été faites dans les localités où il n'y a pas de point d'eau potable. La réalisation de ces pompes d'eau et de latrines, qui est une action du HCR hautement humanitaire, a été saluée par les populations bénéficiaires des communes de Djélébou et du Sahel. Ces pompes ont coûté au HCR plus de 25 millions de francs CFA. Au cours de cette réception, le HCR a remis aux réfugiés mauritaniens des kits d'hygiène composés entre autres des sous-vêtements de savon d'une valeur de plus de 26 millions de francs CFA. En réalisant ces infrastructures dans les écoles, l'objectif est de créer des conditions favorables à l'éducation des enfants et surtout le maintien des jeunes filles à l'école. Ces pompes d'eau potable serviront sans nul doute à améliorer la vie sanitaire des élèves des différentes écoles bénéficiaires à condition que les responsables des établissements scolaires prennent soin de ces pompes. Restons avec le HCR à Tombouctou. Le HCR, à travers le Conseil norvégien pour les réfugiés, vole au secours de populations réfugiées de retour dans le village d'Agoni. Ils viennent d'être dotés de plus de 200 familles de cette localité en vivres et autres kits de ménage. Il y a Tandina depuis Tombouctou. Agoni est une localité en plein désert située à une quarantaine de kilomètres de Tombouctou. Ici, toutes les populations étaient sous d'autres cieux, Mauritanie, Algérie et Niger. Aujourd'hui, elles sont revenues en masse grâce aux efforts de paix entrepris par le gouvernement et ses partenaires. Cette activité est initiée par nos partenaires, vient à point nommé, car elle conçut en empare d'outils une réponse adéquate à certaines préoccupations du gouvernement de notre pays. C'est dans ce cadre que le HCR et le Conseil norvégien pour les réfugiés viennent de remettre aux populations revenues des kits, couvertures, tentes et moustiquaires. La réponse que nous apportons aujourd'hui, c'est une réponse concrète, c'est une réponse directe aux besoins qui nous ont été exprimés. Cette action va se poursuivre sur l'ensemble de la région de Tombouctou et nous allons distribuer pour 1500 ménages dans toute la région, mais pour Agoni, c'est 200 ménages que nous avons pu identifier. Et d'autres agences aussi distribuent ici, nous sommes au courant et on se complète. Cette intervention humanitaire permettra d'améliorer les conditions de vie des réfugiés retournés et d'encourager d'autres à regagner le bercail. À Gao, le projet plaidoyer pour atténuer la pénurie d'eau potable dans le village de Wabaria vient de connaître son épilogue. Lancé le 4 mars dernier, l'association Farikonde, à travers donc ce projet, avait pour vision d'attirer l'attention des élus de la commune, les leaders d'opinion et les organisations de jeunes et de femmes sur la problématique de la pénurie d'eau. Drissa Akone. Cette pénurie d'eau de Wabaria, à 12 km de Gao, est caractérisée par l'insuffisance des sources d'eau potable. Les 2 pompes à motricité humaine installées dans ce village sont régulièrement en panne. Le seul point de ravitaillement reste l'eau du fleuve Niger, impropre à la consommation sans traitement. C'est cette situation qui a amené l'association Farikonde à initier le projet plaidoyer pour atténuer la pénurie d'eau potable à Wabaria, commune de Gouzourei. Lancé le 4 mars dernier, le délai de ce projet est arrivé à terme. Nous avons mis en œuvre un certain nombre d'activités qui ont pour nom d'abord la mise en commun des décideurs de la commune pour réfléchir sur la problématique de l'eau. Ensuite, une chaîne humaine de toute la population du village pour un plaidoyer au niveau des décideurs
qui rencontrent les décideurs pour leur dire voilà, nous avons ce problème-là il y a combien d'années et nous voulons que ça finisse. À travers ces différentes activités, les populations ont compris l'importance de leur implication dans la gestion de la question d'eau potable dans leur localité. C'est pourquoi elles ont décidé de s'approprier les acquis enregistrés par le projet pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Un impact positif issu des actions menées par l'association Farikondé. Pendant toute la période du projet, nous avons constaté un engagement sans faille des acteurs étatiques et non étatiques de la commune pour signifier un transfert de compétences effectives du secteur de l'eau. Nous avons aussi constaté que malgré le temps court du projet, il a apporté une amélioration de la participation des populations aux politiques de développement au niveau local. Ce projet a pu se tenir grâce à l'appui financier de l'Union européenne, du Danemark, de la Suède, de la Suisse et du Canada à hauteur de 3 millions de francs CFA. Assistance aux populations locales en 5e région, l'ONG World Vision, à travers son projet IFAN, un projet de transfert monétaire aux ménages les plus affectés par la crise, vient de procéder à sa 4e et dernière distribution de cash. Mopti, nous retrouvons Aminata Touré. Le projet de distribution de cash a été initié comme une réponse d'urgence dans la commune urbaine de Douanza. Il permettra de soulager les souffrances des populations qui ont été affectées par la crise que notre pays a connue de 2012 à 2013. Le projet IFAN est un projet de transfert monétaire aux ménages les plus affectés par la crise, en vue d'améliorer l'accès aux vivres et de contribuer au bien-être des enfants dans la commune urbaine de Douanza. Il a été financé par World Vision Corée pour un montant total d'environ 100 millions de francs CFA. Nous avons pu soutenir durant 4 mois 309 bénéficiaires vulnérables. Donner 4 fois 34 000 francs à 300 personnes, ce n'est pas facile. C'est un travail énorme. Pour cela, nous remercions beaucoup World Vision. La première distribution du projet a eu lieu le 18 janvier 2014, la deuxième le 6 mars, la troisième le 27 mars et la 4e et dernière le 16 avril 2014. Nous souhaitons nouer avec ce projet des partenariats féconds et durables. Et c'est de leur demander de nous amener un projet beaucoup plus durable et qui va consolider davantage les actions déjà initiées. World Vision Mali est une organisation qui œuvre pour le bien-être des enfants et des femmes qui sont les couches les plus vulnérables et les plus touchées pendant les crises. Sport football dans ce journal, tour de cadrage de la Coupe de Confédération. Le duel 100% malien entre l'AS Real de Bamako et le Djoliba AC est prévu demain dimanche au stade Omnisport Modibo Keïta. Réservé en Coupe CAF, le Real a encore l'occasion de continuer en compétitions africaines de clubs. Une opportunité que les Scorpions entendent saisir. Suivons le reportage de Aldu Matina qui allait voir la dernière séance d'entraînement de Real sur son terrain à Djikoroni Para. Éliminé aux portes de la phase de poule de la Ligue africaine des champions, le Real de Bamako est reversé en Coupe de la Confédération. Une autre chance donc pour les Scorpions en vue de continuer l'aventure entreprise cette année sur le plan continental. La Coupe de la CAF pour nous, ça nous permettra quand même de jouer encore une fois la Coupe d'Afrique, parce que pour moi, la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF, je pense que c'est vrai, il y a juste une petite différence, mais bon, pour moi, c'est la même chose. L'objectif pour nous, c'est de tout faire quand même pour être présent sur le plan africain. Pour le tour de cadrage, qualificatif pour la phase de poule, l'AS Real hérite d'une équipe de la maison, le Djoliba AC. Un coup de sort qui oblige les Noirs et Blancs de Djikoroni Para à défendre vaillamment leurs couleurs. Bon, ça fait longtemps que le club n'est pas arrivé à ce niveau. Donc on a nos objectifs. On fera tout pour se qualifier. Ils nous ont gagné un championnat 2-0, mais c'est pas... ça s'est déjà passé, nous on a déjà oublié ça. Et nous on attend déjà cette rencontre pour pouvoir faire notre revanche. Pour cette rencontre allée du tour de cadrage, seul le géant défenseur Mohamed Kamara sera absent du côté du Real. Pour avoir écopé un carton rouge en 8e de finale, retour en Tunisie contre l'Espérance.
Tour de cadrage, je vous le disais, le Djoliba va croiser l'AS Real et le Djoliba, les Rouges sont habitués à jouer cet ultime virage avant la phase de poule. Dans quelle disposition le Djoliba AC entend négocier ce match face à l'AS Real? Des éléments de réponse avec Siragatou Sissé. Il y a 2 ans, le Djoliba AC jouait la phase de poule de la Coupe de la Confédération en éliminant les Tunisiens du club africain au tour de cadrage. 2 ans plus tard, le Djoliba AC est aux portes de la phase de poule. Sur son chemin, une équipe de Ligue 1, l'AS Real. L'enjeu est le même. Le ticket qualificatif à la phase lucrative de poule de la Coupe de la Confédération. Depuis le début de la campagne 2014, les Rouges de l'entraîneur Abderrazak Chli ratent leur match aller. Le signe indien sera-t-il vaincu ce dimanche face à l'AS Real? Nous, on a toujours la confiance, on a toujours l'espoir. Parce qu'il faut toujours positiver, on est les meilleurs, il faut qu'on ait cette confiance-là. Et il faut qu'il y ait cette logique-là dans le jeu qui doit être respectée. Je pense que nous, on est prêts sereinement pour aborder un bon match face à cette équipe. Ça serait un bon match, c'est un match difficile pour nous. Donc, sur le plan mental, on est prêt pour aborder un bon match face à cette équipe. Pour ce tour de cadrage aller, le Djoliba AC privé de 3 cadres, Samba Diallo, Idrissa Namaleko Traoré et Lassine Diarra, tous blessés, comptera sur la vivacité et la ténacité d'un groupe homogène dirigé par l'expérimenté gardien Cheikh Oumar Bathily. Le dernier face-à-face, Djoliba AC AS Real, a tourné en faveur des Rouges 2-0. C'était lors de la 7e journée en championnat. Au Djoliba AC, l'on est déjà dans le rythme du match à tous les niveaux face à l'AS Real. Le coup d'envoi donc du match AS Real Djoliba AC est prévu demain 17h au stade Omnisport Modibo Keïta. Ce communiqué, les prix d'achat de base du coton graine pour la campagne 2014-2015 sont fixés comme suit. Le coton, premier choix, 235 francs le kilogramme. Deuxième choix, 210 francs CFA le kilogramme et 190 francs CFA le kilogramme pour le troisième choix. C'était donc là un communiqué de l'interprofession du coton du Mali. L'information continue sur notre chaîne. Juste après cette édition, vous pourrez suivre le premier numéro du journal spécial consacré à la 5e édition du Salon international de l'agriculture de Bamako, Siagri. Pour tout savoir sur le Siagri, suivez, vous êtes invité à suivre le journal qui vous sera présenté par Nyanya Aliou Traoré qui nous a fait partager sa conviction comme quoi l'agriculture reste un secteur clé de l'économie du Mali. C'est donc tout pour ce journal. Demain, 13h, une présentation de Amara Mali Diallo et je me ferai le plaisir d'être là à 20h pour l'édition de la soirée. Excellente nuit à tous. Au revoir.